Si vous suivez un peu le foot, il est extrêmement probable que vous ayez entendu dire qu'il y aura très prochainement, dans quelques jours, une Coupe d'Afrique des Nations. Ça se peut même que vous prévoyez de la regarder parce que c'est quand même une compétition assez célèbre, assez médiatisée. Et je pense qu'on peut dire sans aucun débat possible que c'est la troisième compétition continentale la plus suivie, juste derrière l'Euro et la Copa América. D'ailleurs, c'est même peut-être plus suivi encore que la Copa América, je sais pas, faudrait que je me renseigne là-dessus. Mais en tout cas, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose que le grand public connaît bien. Ce que le grand public connaît moins bien, par contre, c'est la Coupe d'Asie des Nations qui aura également lieu durant la même période que la Coupe d'Afrique des Nations cette année, donc qui ouvrira ses portes dans quelques jours à peine. Et je me suis dit que, vu que c'est quand même une compétition beaucoup moins connue par le monde, peut-être que certains ne sont même pas au courant qu'elle existe ou que d'autres ne la connaissent seulement de nom, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo qui la présentera en détail, des qualifications, au groupe, au format, à l'histoire de cette compétition. On couvrira absolument tous les points essentiels. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous serez parfaitement renseigné. Vous serez peut-être même hype. Vous allez même peut-être du coup suivre cette compétition. En tout cas, c'est ce que j'espère. On va commencer tout de suite avec une présentation plutôt générale de cette compétition. Qu'est-ce que la Coupe d'Asie des Nations? Et ben en soi, c'est très simple. Ça le dit dans le titre. C'est tout simplement la compétition continentale de football masculin pour les pays d'Asie, équivalent de l'Euro, équivalent de la CAN, équivalent de la Copa América, sauf que c'est tout simplement pour les pays d'Asie et ça se déroule tous les 4 ans. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à débattre, c'est les meilleurs pays du continent asiatique qui s'affrontent pour savoir qui est le meilleur, tout simplement. J'ai dit Asie, mais en soi, faut savoir que c'est la zone footballistique AFC, ce qui est un tout petit peu différent du continent asiatique qu'on apprend en géographie. Il faut savoir que ça ne comprend pas les pays du Caucase, ça ne comprend pas le Kazakhstan, ça ne comprend pas la Turquie, ça comprend l'Australie. Par contre, l'Australie qui géographiquement est dans l'Océanie, footballistiquement, elle fait partie de l'AFC, la Confédération Asiatique. Donc ouais, techniquement, si on veut être vraiment précis, c'est la coupe continentale de l'AFC, des pays qui font partie de cette confédération. Mais en règle générale, on peut juste utiliser le terme Coupe d'Asie des Nations. Ça va très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer vite fait les informations générales. Il y aura 24 équipes participantes, tout comme l'Euro et la CAN. Les dates, ça aura lieu du 12 janvier au 10 février. Plus précisément, les groupes auront lieu du 12 au 25 janvier, les huitièmes du 28 au 31 janvier, les quarts de finale le 2 et 3 février, les demi-finales 6 et 7 février. Et enfin, la grande finale aura lieu le 10 février pour suivre cette compétition. La base, quand j'ai fait mes recherches de base, j'avais trouvé que au Canada, si vous voulez regarder, c'était sur Paramount+, et en France, ce n'était malheureusement pas diffusé, mais la très bonne nouvelle, c'est que en faisant des recherches un peu plus approfondies, notamment en allant sur le site officiel de l'AFC, donc bon, je pense qu'en termes d'officialité, on peut pas faire plus officiel que le site de la compétition en lui-même. Et je suis tombé sur la très bonne surprise que dans ces deux pays-là, tous les matchs seront diffusés absolument gratuitement, publiquement et légalement sur le compte YouTube de l'AFC. Donc si ça c'est pas formidable, franchement je comprends pas comment un tel cadeau peut tomber du ciel, vu qu'en plus, comme j'ai dit, au Canada c'est Paramount Plus qui ont les droits, Paramount Plus qui de base est un service payant. Je vois vraiment pas comment c'est possiblement arrivé, mais en tout cas tant mieux, profitons-en. Allez tout simplement sur la page YouTube de l'AFC, les jours de match, je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Et en France, si pour je ne sais quelle raison vous aimez pas YouTube ou je sais pas quoi, ça sera également à retrouver gratuitement sur un site de streaming qui s'appelle Thriller TV. Je vous mens pas que je suis pas du tout au courant. Si vous voulez, vous pouvez y aller aussi. Mais YouTube AFC, c'est vraiment le truc de base et vraiment, j'insiste sur ce fait, mais on a énormément de chance de faire partie de ces deux pays-là parce que dans quasiment tous les autres pays du monde, littéralement, c'est des services de streaming payants. Je sais pas pourquoi au Canada et en France, c'est diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de l'AFC, mais tant mieux, profitons-en. Vu que bon, c'est une vidéo assez détaillée, on va passer un petit peu par toutes les petites anecdotes, etc. Faut savoir qu'à la base, cette compétition devait avoir lieu en Chine, mais à cause de la Covid, la Chine ne pouvait plus l'organiser et ça a donc été réattribué au Qatar. Donc la compétition se déroulera dans ces 9 magnifiques stades. Bien sûr, la très grande majorité issue
forcément bien sûr de la Coupe du Monde 2022. J'imagine que ça a quand même beaucoup joué dans l'attribution de cette compétition au Qatar, qu'il y avait déjà tous les stades disponibles quasiment. Les seuls qui ne sont pas issus de la Coupe du Monde, c'est le deuxième et le troisième dans la deuxième rangée. Sinon, le reste, ça vient directement de la Coupe du Monde 2022 qui a lieu il y a un peu plus d'un an maintenant. Quand même, le temps ça va vite. Le match d'ouverture et la grande finale auront lieu dans ce célèbre et magnifique stade Lusail. Vous le savez, le stade qui a accueilli la finale de la Coupe du Monde de 2022. Je pense que ça vous a pas manqué. Depuis tout à l'heure, c'est marqué Asian Coupe 2023. Or, la compétition se déroule en 2024, tout comme la Coupe du Monde au Qatar qui a été décalée en hiver. L'été, il fait vraiment beaucoup trop chaud au Qatar pour faire quoi que ce soit. Et du coup, ils ont décalé ça en hiver, en janvier-février, pour avoir des températures un petit peu plus vivables. Donc maintenant, on va parler un petit peu vite fait des qualifications, comment les pays asiatiques qualifiés ont fait pour se rendre à cette compétition, parce qu'il y a seulement 24 places, comme je vous l'ai dit, et il y a quand même pas mal de pays en Asie. Ce qu'ils ont fait, c'est quand même très malin, puisque l'AFC, elle s'est pas cassé les couilles, elle s'est dit, vu qu'il y a une Coupe du Monde en 2022 et une Coupe d'Asie juste un an après, en 2023, on va faire les deux qualifications en même temps, comme ça sera fait. Ce qui fait que du coup les deux premiers tours de qualification sont exactement les mêmes entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Asie. Donc voilà, là vous pouvez voir le premier round, le premier tour, c'est entre les équipes les plus nulles d'Asie. Ils ont fait des petits matchs aller-retour face à face et les perdants ont été éliminés, tandis que les 5 gagnants ont été répartis dans les 8 groupes de la Round 2, le second tour, un méga tournoi de qualification composé de 8 groupes de 5 équipes chacune qui jouent des matchs aller-retour. Au terme de ces 8 matchs-là, les 8 vainqueurs de groupe ont été directement qualifiés pour la Coupe d'Asie, ainsi que les 5 meilleurs deuxièmes de groupe aussi qui ont reçu leur ticket directement. Pour ceux qui est des deuxièmes de groupe restants, donc qui n'ont pas été directement qualifiés parce qu'ils ont scoré moins bien que les autres deuxièmes de groupe, ainsi que tous les troisièmes de groupe, ainsi que tous les quatrièmes de groupe, ainsi que les 3 meilleurs cinquièmes de groupe. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de monde. Tous ces gens-là ont été reversés vers le 3e tour de qualification pour la Coupe d'Asie. Et pour ce qui est des 4 pires équipes, ils ont eu une dernière chance avec le tour des barrages, des playoffs, où ils se sont affrontés 2 par 2 matchs aller-retour. Les perdants éliminés et les 2 gagnants ont pu rejoindre les autres équipes en bleu pour le 3e et dernier tour de qualification. Encore une fois, c'est 6 groupes de 4 équipes cette fois-ci qui jouent des matchs simples, des matchs secs, et les premiers de chaque groupe se sont qualifiés pour la Coupe d'Asie, ainsi que les 5 meilleurs deuxièmes. Donc grosse force aux Philippines, le seul petit deuxième de groupe malchanceux qui, malgré toutes les chances qu'elle a eues, ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Asie. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, j'avoue que c'est un processus quand même très compliqué. J'espère que vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière pour tout comprendre. Mais du coup, voici les 24 équipes qualifiées. Vous voyez qu'il y a quand même du beau monde si vous suivez un minimum le foot international. Là maintenant, un peu sur l'historique de cette compétition, notamment en présentant le Japon. Le Japon qui est historiquement l'équipe qui a le plus gagné de Coupe d'Asie dans toute son histoire, avec 4 victoires, dont la dernière remonte quand même à 2011, donc il y a plus de 10 ans, tandis que la dernière édition qui a eu lieu en 2019 était elle remportée par le Qatar. Donc voilà, je fais un petit résumé de tous les vainqueurs de cette compétition là ainsi que leur nombre de fois, à savoir que Israël techniquement aussi ont gagné une fois cette compétition, mais depuis ils ont switch pour aller dans l'UEFA. Je vous ai également mis, parce que c'est vrai que quand on regarde ces deux tableaux là, il peut avoir quand même pas mal de différences. En fait, ce tableau là, je vous ai mis les 8 derniers vainqueurs de la Coupe d'Asie, parce que c'est vrai que en vrai de vrai, on s'en fout un petit peu de qui l'a gagné en 1960. Ce qui compte pour savoir les forces d'une équipe, c'est quand même les résultats récents. Et vous pouvez voir que ces 20-30 dernières années même, c'est vraiment le Japon qui a tout survolé. Justement, parlons-en des équipes favorites pour cette compétition, à commencer bien évidemment par le Japon qui a été vainqueur 4 fois. Toutes les informations là, je ne vais pas vous les lire un par manque de temps, mais quand même, le Japon c'est un pays très impressionnant avec quand même
une valeur marchande totale estimée à 316 millions sur Transfermarkt, ce qui est vraiment énorme pour une équipe d'Asie. Énormément d'équipes, même en Europe, en Amérique du Sud, n'ont pas cette valeur marchande là, donc c'est pour vous dire à quel point cette équipe a de très bons éléments, même si bien sûr c'est des stats Transfermarkt, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même un bon indicateur. Aussi, je pense que vous avez vu passer ça, mais ils sont sur une forme excellente en 2023 avec 9 victoires, un match nul et seulement une défaite, dont des victoires très importantes contre le Canada, la Turquie et même l'Allemagne, notamment portées par de très bons joueurs qui même font l'actualité en Europe. Si vous suivez un minimum le foot, vous savez qui sont ces messieurs-là. C'est quand même très impressionnant pour une équipe venant d'Asie d'avoir des joueurs de si grande qualité. Après, en termes de favoris, on a bien sûr leur concurrent éternel, la Corée du Sud, qui a été, elle, vainqueur 2 fois, quand même évaluée à 193 millions sur Transfermarkt, donc ça reste quand même énorme. Par contre, leur dernière victoire, eux, remonte à extrêmement longtemps, 1960. Ils ont été un peu moins étincelants en 2023 avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites, mais peuvent tout de même s'appuyer sur des joueurs également très connus dans le monde entier. Maintenant, on va peut-être baisser un petit peu d'un cran avec l'Australie, autre pays plutôt concurrent au titre, qui a été vainqueur une fois en 2015, un classement FIFA pas mal. Par contre, en termes de valeur marchande, vous voyez qu'on chute d'un coup avec 40 millions. Ça reste quand même du très bon pour un pays d'Asie. Forcément, en termes de joueurs aussi, on va beaucoup baissé de qualité, mais si vous êtes vraiment un spécialiste du foot, ça m'étonnerait pas que vous connaissiez ces joueurs-là. Personnellement, je vais être très honnête avec vous, je ne les connaissais pas avant d'avoir fait cette vidéo. Sinon, en termes de favoris, il y a aussi l'Iran. L'Iran qui est quand même un poids lourd dans cette confédération avec 3 victoires. Leur dernière victoire, par contre, elle remonte aussi, 1976. Un très bon classement FIFA, quand même 21e, c'est très haut. 51 millions sur Transfermarkt aussi, c'est respectable. En 2023, c'est 10 victoires, 2 nuls et 0 défaites, donc des résultats absolument impressionnants. Cependant, il faut quand même un petit peu nuancer ça. En 2023, l'Iran n'a joué quasiment aucune grosse équipe. Vous pouvez aller les voir, mais c'était vraiment des petits pays. Mais finir 2023 invaincu, c'est quand même très bon. Pour les joueurs aussi, on a quand même pas mal de qualité. Voilà, des joueurs qui font quand même des belles choses en Europe. Après, en autre concurrent potentiel au titre, on a l'ennemi juré de l'Iran, j'ai cité l'Arabie Saoudite, également 3 fois vainqueur. On fait quand même un bon au classement FIFA, 56e, et on fait également un bon en termes de valeur marchande, seulement 23 millions. Les résultats en 2023 non plus n'étaient pas si bonnes que ça, 4 victoires, 1 nul, 7 défaites. Les joueurs clés de l'effectif, quant à eux, sont tous plutôt jouant au pays, donc Al Hilal, Al Nasser, Al Ali, Al Ittihad, etc. Dernier favori, j'ai quand même mis le Qatar, même si sur le papier ils sont moins bons, ils ont quand même remporté la dernière édition, donc bon, pourquoi pas. En plus, ils sont à domicile, ça faut pas sous-estimer ça non plus. Également des joueurs jouant dans le championnat national. Maintenant que ça c'est dit, on va voir les groupes. Donc le tirage au sort a bien sûr déjà été effectué. En gros, pour faire simple, dans chaque groupe il y a une équipe sérieuse et le reste c'est pas foufou. Dans le groupe A, ça risque quand même d'avoir un petit quelque chose entre le Qatar et la Chine qui peut-être peut éventuellement faire quelque chose, mais le Qatar est quand même un peu au-dessus. Si on regarde les phases de groupe, il n'y a rien de très excitant. Je pense que quand on va commencer à rentrer dans les quarts, dans les demi, bien sûr la finale, ça risque d'être un petit peu plus pétillant. Surtout, ce qu'il faut savoir avec cette compétition-là, c'est que tout comme l'Euro, tout comme la CAN, vu qu'il y a 6 groupes de 4 équipes, donc 24 équipes, et qu'il y aura des huitièmes de finale, les 4 meilleurs troisièmes de groupe seront également qualifiés pour les huitièmes de finale. Huitièmes de finale, après il y aura quart de finale, il y aura demi-finale et il y aura la finale. Et je pense que ça vaudra quand même le coup d'être suivi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que j'ai faite il y a quelques jours qui présente cette fois-ci toutes les compétitions qui aura lieu en 2024, mais d'une manière beaucoup plus générale, bien évidemment, bien moins détaillée que cette vidéo-ci. Et également, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sortie sur la Gold Cup, l'équivalent de la Coupe d'Asie, mais dans la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, qui était également pour moi une compétition un peu sous-cotée, une compétition un peu méconnue. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!